On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant cette série des indicateurs que je vous recommande ou pas d'utiliser pour à terme avoir une stratégie rentable sur les crypto-monnaies. Parfois, c'est des indicateurs que je ne recommande pas forcément. C'était le cas de la vidéo de la semaine dernière et parfois, c'est des indicateurs que je recommande très fortement, comme c'est le cas justement de l'indicateur dont je vais vous parler aujourd'hui, le fameux OBV, On Balance Volume. L'on-balance volume est basé sur les volumes. Donc avant de vous parler de l'OBV, on va juste faire un petit récapitulatif sur les volumes. Alors sur les volumes, on peut en parler pendant des heures, il y a beaucoup de choses à dire. On va juste se contenter du principal. Le volume, c'est quoi? Eh bien pour ça, je vais me baser sur ce graphique que vous avez à l'écran, celui du Bitcoin en unité de temps daily. En bas, vous avez des histogrammes et vous voyez que pour chaque bougie ici sur l'unité de temps daily, eh bien, une bougie va correspondre à une journée. Et en bas, j'ai un histogramme qui va coller à cette journée-là. L'histogramme, le volume, c'est tout simplement la quantité de crypto-monnaies échangées durant cette journée ou bien cette semaine ou ce mois, peu importe l'unité de temps où vous êtes. Ici, sur le Bitcoin, par exemple, vous le voyez, ici, on a un histogramme de volume qui est de couleur verte. Pourquoi? Parce que la bougie, elle est haussière et quand la bougie est baissière, eh bien le volume va être rouge. Donc les volumes, ça va tout simplement représenter la quantité de Bitcoin, là en l'occurrence, qui a été échangée durant une certaine journée. Évidemment, la quantité est toujours positive. Si le prix monte, on aura échangé une certaine quantité. Si le prix baisse, on aura également échangé une certaine quantité. On ne peut pas avoir de quantité négative. Ce que je vous dis là est important, justement, par rapport à l'OBV, ça fonctionnera assez différemment. Et donc, on va en reparler dans quelques instants. Les volumes, vous le savez, on peut les utiliser de différentes façons. Souvent, ce qu'on a tendance à dire, c'est que lorsqu'on a une hausse des volumes, on a un intérêt sur cet actif et lorsqu'on a une baisse des volumes, c'est plutôt un désintérêt. Parfois, on note également ce qu'on appelle un pic de volume, c'est-à-dire un volume anormal. On va dire qu'il vaut à peu près 1,5 fois, voire 2 fois la moyenne des volumes précédents. Regardez par exemple sur ce graphique du Bitcoin. Ici, sur cette forte baisse, on a un pic de volume. Vous voyez que la bougie ici en rouge est bien plus élevée que la moyenne des bougies précédentes. Donc, voilà comment on utilise les volumes, grosso modo. Enfin, encore une fois, on peut les utiliser de différentes façons, mais lorsqu'on a un pic de volume, par exemple, eh bien, ça peut être à ce moment-là, pourquoi pas un signal d'achat ou un signal de vente si ça se produit sur une résistance, un support en particulier, etc. Bref, les volumes, je peux en parler pendant très longtemps et ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'OBV, l'On Balance Volume, qui va justement se baser sur ces volumes-là dont je viens de vous parler. Alors, l'OBV, c'est un indicateur assez ancien, ça a été créé dans les années 60, comme finalement la plupart des indicateurs techniques. Énormément d'indicateurs techniques ont été créés dans les années 60 et c'est un indicateur qui est aujourd'hui encore énormément utilisé, pas si connu que ça. Sur YouTube, j'ai l'impression que pas beaucoup de personnes en parlent, contrairement à des indicateurs comme par exemple les moyennes mobiles, RSI, etc. Mais pour autant, c'est un indicateur vraiment intéressant et que je vous recommande. Alors, comment on calcule l'OBV? C'est extrêmement simple. L'OBV, en fait, il va cumuler les volumes. C'est un volume cumulatif. Exemple, ici, par exemple, vous avez un pic de volume le 21 juin, vous avez un certain volume. Si vous voulez la valeur de l'OBV pour le lendemain, eh bien vous prenez la valeur de l'OBV du 21 juin auquel vous allez rajouter le volume du 22 juin. Mais vous n'allez pas juste rajouter avec un plus, vous allez soit rajouter ou soustraire. Si la bougie est haussière, vous ajoutez le volume. Si la bougie est baissière, vous allez soustraire le volume. L'OBV part d'un principe assez simple. C'est quoi? C'est que, contrairement au volume dont je viens de vous parler il y a quelques instants, avec l'OBV, on va considérer qu'il y a deux types de volumes. Il y a des volumes haussiers et des volumes baissiers. Par exemple, ici, vous voyez que sur cette bougie haussière, l'histogramme est vert. C'est un volume haussier. Donc, pour avoir l'OBV de la journée d'après, on va additionner ce volume. Par contre, lorsque la bougie est baissière, l'histogramme est rouge, on va soustraire ce volume. Donc, c'est une valeur cumulative. Je ne sais pas si c'est très clair en disant ça comme ça. N'hésitez pas dans les commentaires à poser vos différentes questions. Je vais le rajouter sur le graphique. Vous le voyez, ici en bas, on a l'OBV. Ça sera peut-être plus clair comme ça. Vous voyez, ici, on a une certaine valeur d'OBV. Sur la journée d'après, le volume a un histogramme de couleur rouge. Donc, on va soustraire ce volume et l'OBV est en train de baisser. Pareil, là, c'est rouge. Ça baisse, ça baisse, ça baisse. Ensuite, on a un volume vert parce que la bougie, elle est verte, elle est haussière. Hop, l'OBV se met à remonter. L'OBV, c'est la courbe en bleu.
La courbe en orange, c'est une moyenne mobile, on y revient dans quelques instants. Donc voilà tout simplement comment est calculé l'OBV. C'est un volume cumulatif. Si la bougie est haussière, on additionne le volume. Si la bougie est baissière, on soustrait le volume. Aussi simple que ça. Maintenant, l'OBV a pas mal d'avantages, aussi quelques inconvénients. On va commencer par l'avantage principal de l'OBV, c'est que c'est une valeur un peu comme le cours de clôture. C'est une valeur que tout le monde a de façon identique lorsqu'il est sur un graphique sur une certaine plateforme d'échange. On ne va pas avoir un OBV de période 3, de période 20 ou de période 50, contrairement à une moyenne mobile, etc. D'autres indicateurs où on va se baser sur la période. Ici, l'OBV, c'est une valeur brute qui utilise uniquement les volumes. Donc ça, c'est quand même assez pratique. On n'a pas à se demander quelle période mettre, ou bien quel paramétrage mettre, quel écart type mettre, etc. Ça, c'est l'avantage. Maintenant, l'inconvénient, ça vient avec l'avantage. C'est que ça ne se base que sur le volume. Mais je vous rappelle que le volume n'est pas le même en fonction de la plateforme d'échange. Par exemple, sur Binance, sur la journée du 6 juin, vous allez avoir un certain volume. Si vous allez sur une autre plateforme, vous allez avoir un autre volume. Et donc, on ne va pas avoir la même valeur de l'OBV en fonction du graphique qu'on regarde, de la plateforme d'échange où on se situe. Et c'est là, justement, pour moi, la force de l'OBV, contrairement au volume. Les volumes, lorsque vous allez avoir un pic de volume, parfois, vous pouvez l'avoir sur une plateforme d'échange, mais pas forcément sur une autre. Parfois, vous allez avoir un volume qui est haussier, mais peut-être qu'il va être légèrement baissier sur une autre plateforme d'échange, si ça se joue à pas grand-chose. En tout cas, si le cours de clôture et d'ouverture sont très proches, si vous avez un doji, sur certaines plateformes, vous allez avoir une bougie légèrement haussière, sur d'autres, une bougie légèrement baissière. Et donc, ça va faire varier un petit peu la couleur, tout simplement, du volume. Alors évidemment, c'est aussi pour ça que l'OBV a un avantage, c'est que lui, il va prendre le volume cumulatif. Il ne va pas juste prendre le volume brut. Et en général, si sur Binance, par exemple, vous allez avoir une bougie baissière, c'est quand même très probable que sur le même actif, mais sur une autre plateforme d'échange, vous aurez également un volume baissier. Et donc, quand je dis baissier, évidemment, c'est-à-dire soustraire à l'OBV. Je vous rappelle que le volume, c'est une quantité, et la quantité est toujours positive. Donc ça, c'est vraiment la force de l'OBV, c'est qu'il ne va pas prendre une valeur absolue, mais une valeur relative. Ce qui va compter pour l'OBV, c'est est-ce que le prix est monté sur telle journée ou est-ce qu'il a baissé. Et ensuite, on va soit additionner, soit soustraire le volume. Encore une fois, n'hésitez pas si c'est pas clair de poser vos questions dans les commentaires. C'est pas forcément évident d'expliquer ce type d'indicateur, contrairement à d'autres qui sont quand même peut-être un peu plus simples à calculer. Celui-là, vu qu'il prend en compte les volumes, j'essaye de rester vraiment simple dans mes explications, mais évidemment, en étant simple, on perd quand même de la qualité d'information. Donc n'hésitez pas à me faire aussi vos retours, ça me permettra d'ajuster un peu ce que je vous dis dans les prochaines vidéos. Donc voilà par rapport à l'OBV. Maintenant, concrètement, comment fonctionne l'OBV? Est-ce que c'est intéressant à utiliser? Pour ça, je vais vous montrer quelques graphiques de résultats, mais l'OBV, il faut déjà savoir l'utiliser, parce que c'est bien beau d'avoir ici un OBV, encore faut-il savoir comment on le trade. C'est extrêmement simple, il y a plusieurs façons de le faire, je vais vous en présenter une. On peut évidemment parler des divergences, on peut parler des croisements, on peut parler de plein de choses avec l'OBV. Moi, ici, ce que je vais vous montrer, c'est quelque chose que vous allez mettre en place très rapidement. Bien évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement, mais c'est quelque chose que vous allez mettre en place très rapidement avec la plateforme TradingView. C'est cette fameuse courbe orange que vous voyez, c'est une moyenne mobile. Alors, je clique dessus, tout simplement. Vous avez l'on-balance volume, OBV. Vous avez ensuite la ligne de lissage. Donc, c'est quelque chose qui va lisser le prix de l'OBV, une sorte de moyenne mobile qui va s'appliquer à l'OBV. Dans les paramètres, vous avez justement les paramètres de l'adoucissement, c'est-à-dire la fameuse moyenne mobile, la courbe en orange. Vous choisissez la méthode. Bon, ici, vous choisissez une moyenne mobile simple, exponentielle, peu importe. C'est grosso modo le même résultat. Ça ne va pas énormément changer. Ça change un petit peu, évidemment, mais pas beaucoup. Ensuite, vous choisissez la période. Alors, ça, malheureusement, c'est aussi un petit problème. C'est qu'il y a plusieurs façons d'utiliser l'OBV, mais en fonction de chacune des façons, vous allez avoir des avantages et des inconvénients. L'avantage, par exemple, d'utiliser l'OBV avec des moyennes mobiles et non pas avec des divergences, c'est que vous n'allez pas avoir besoin de retracer la moyenne mobile sur le graphique, contrairement aux divergences où au fur et à mesure que le prix avance, vous allez devoir remettre vos tracés à jour. Ça, c'est l'avantage d'utiliser une moyenne mobile. Maintenant, l'inconvénient, c'est que il va falloir choisir une période. Une moyenne mobile 10, 15, 20, 50, qu'est-ce qu'on prend? Contrairement aux divergences, où vous n'allez pas avoir de période à choisir. Mais autre inconvénient qui vient avec les divergences, c'est que vous n'allez peut-être pas tracer les mêmes divergences qu'une autre personne. Et ça, c'est un peu le problème, c'est que n'oubliez pas que les indicateurs, si ça fonctionne, c'est qu'il y a une sorte de prophétie autoréalisatrice derrière qui fait que tout le monde voit plus ou moins les mêmes choses. Donc,
voyez, à chaque fois, avantage, inconvénient, il n'y a pas d'indicateur magique. Vous êtes habitué à ça. Il faut essayer maintenant d'aller vers ce qu'on juge être le plus intéressant, là où il y a le moins d'inconvénients, là où il y a le plus d'avantages. Donc c'est pour ça que je vous présente cette méthode avec une ligne de lissage. Donc on prend tout simplement l'OBV, c'est la courbe en bleu. On prend la ligne de lissage, c'est la courbe en orange, c'est une moyenne mobile de l'OBV, hein, tout simplement une moyenne mobile exponentielle de l'OBV. Et la stratégie elle va être extrêmement simple. Lorsque l'OBV passe au-dessus de la moyenne mobile, on achète. Lorsque l'OBV passe en dessous de la moyenne mobile, on revend. En fonction de la période de la moyenne mobile que vous allez mettre, vous n'allez évidemment pas avoir les mêmes résultats, vous n'allez pas avoir le même taux de faux signaux, mais également vous n'allez pas rentrer aussi rapidement et ressortir aussi rapidement de position. Donc tout va se jouer aussi là-dessus. Donc on peut prendre quelques exemples. Regardez ici, l'OBV passe au-dessus de la moyenne mobile. Ici vous voyez que le prix est en train de pumper. L'OBV ensuite repasse en dessous de la moyenne mobile. Le prix ensuite a chuté. Alors on peut le prendre sur par exemple ce qui s'est passé pas plus tard que le mois dernier, au mois de juillet. Vous voyez que ici, bon, mai, juin, ici, l'OBV est en dessous de la moyenne mobile, c'est plutôt en train de corriger. L'OBV passe au-dessus de la moyenne mobile, vous voyez, sur cette bougie-là, signal d'achat. Et ensuite, on revend lorsque l'OBV passe en dessous de la moyenne mobile. Donc seulement ici, mi-juillet. On revend et donc on revend ici. Et donc ça nous fait quand même une sacrée plus-value sur le mois de juillet. Ensuite, l'OBV est en dessous de la moyenne mobile et on rachète lorsque ça repasse au-dessus. Là, vous voyez, il y a quand même des inconvénients. L'inconvénient, c'est quoi? C'est qu'on a quelques faux signaux. Ici, par exemple, on passe au-dessus et on repasse directement en dessous. C'est pas très grave, ça ne fait pas une énorme perte par rapport aux gains qui ont été obtenus avant. Mais vous voyez ici qu'on obtient à nouveau un signal et ça repart à la baisse. Donc, comme toujours, inconvénient, avantage, chaque stratégie n'est pas parfaite, il faut faire avec. On peut aller encore plus loin évidemment en améliorant cette stratégie, en utilisant par exemple des bandes de Bollinger sur l'OBV, en utilisant un RSI en complément de l'OBV ou un autre indicateur pour filtrer justement les faux signaux. Comme je vous l'ai toujours dit, essayez d'utiliser au moins 2 indicateurs, 3 voire 4 ensemble et non pas un seul indicateur tout seul, même si celui-là est intéressant, il faut le coupler. Peut-être à une moyenne mobile pour savoir dans quelle tendance on est, etc. etc. Ça, c'est à vous de voir. Maintenant, je vais vous présenter les résultats de backtest sur la stratégie que je viens de vous montrer, qui est tout simplement, on prend une moyenne mobile ici sur l'OBV et on achète et on revend les croisements. Après, peu importe la période que vous allez mettre, ça va évidemment dépendre de l'actif, ça va dépendre de quand vous commencez le backtest, ça va dépendre de plein de choses. Ça, tout ce qui est lié au backtest, c'est quand même un sujet assez complexe. Je ne vais pas y revenir dans cette vidéo, ça fera l'objet de plusieurs autres vidéos, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, on va déjà se contenter de l'indicateur lui-même et des résultats qu'il peut nous fournir. Donc ici, je l'ai rajouté, cette stratégie au graphique du Bitcoin. Alors normalement, ici, vous ne voyez pas les dates en bas. Alors c'est un petit peu dommage, mais en gros, ici, on commence en 2016. Alors, j'arrive pas à vous afficher les dates, c'est pas très grave. En gros, on commence ici en 2016 et chaque barre représente une année. Donc ici, 2017, 2018, 2019, 2020, 21, 22, 23. On a le graphique du Bitcoin en gris et on a la stratégie en vert. Et donc, vous voyez que c'est une stratégie qui est extrêmement intéressante. Pourquoi? Parce que lorsque le Bitcoin est en tendance haussière, vous voyez que la stratégie avec l'OBV fait quasiment autant que le Bitcoin, ce qui est assez logique parce que si le Bitcoin est haussier, a priori, c'est que les volumes sont en train d'augmenter et donc l'OBV va rester positionné. La stratégie va rester positionnée parce que l'OBV sera toujours au-dessus de sa moyenne mobile. Par contre, lorsque ici le Bitcoin commence à corriger, vous voyez que la stratégie, elle est complètement plate. Parfois, il y a quelques signaux, évidemment, c'est les fameux faux signaux dont je vous parlais il y a quelques instants. Mais vous voyez que lorsque le prix du Bitcoin corrige, les volumes baissent. L'OBV passe en dessous de sa moyenne mobile et donc ici on vend et on n'est plus positionné. Rebelote ici sur cette tendance haussière, puis ici on évite pas mal la baisse, vous voyez que ça baisse fortement. Évidemment la stratégie baisse aussi, ça on n'a jamais de stratégie parfaite, mais ça limite quand même énormément la casse. Ici le crack Covid, on l'a pas du tout. Ensuite, on reprend la hausse. Évidemment, à court terme, ce n'est pas forcément une stratégie en fonction du cycle où on se trouve qui va surperformer. Parce que vous voyez qu'à un instant T, ça suit le Bitcoin, ça ne le surperforme pas, bien évidemment, parce que vous vous positionnez sur le Bitcoin. Mais ce qu'il faut voir, c'est surtout à long terme. Déjà, à court terme, ça permet d'éviter les phases de volatilité. Vous voyez, par exemple, ici, le Bitcoin baisse fortement, également ici, et également ici. À chaque fois, la stratégie est quand même assez résiliente. Mais c'est d'autant plus impactant à long terme parce qu'à long terme, les phases de hausse, on va être positionné dessus et les phases de baisse, on ne va pas l'être. Vous voyez par exemple ici que sur cette tendance baissière, on est plutôt, oui, en train de baisser, mais la plupart du temps, en stablecoin. Ensuite, ça remonte et là, pareil, vous voyez que sur cette phase-là, on est en stablecoin. Encore une fois, vous prenez au début la baisse, c'est normal parce que lorsque le prix pump fortement,
l'OBV va être bien au-dessus de la moyenne mobile. Donc il faut laisser le temps ensuite à la moyenne mobile de rattraper l'OBV. L'OBV aussi corrige un petit peu. Et à ce moment-là, on aura le croisement à la baisse. Mais vous voyez, pour que ça se produise, il y a une certaine latence. Donc c'est normal que ça baisse un petit peu avant. Aucune stratégie n'est parfaite, je le répète encore une fois. Et là aussi, n'oubliez pas, c'est une stratégie ultra simpliste. Là, c'est pas du tout une stratégie sophistiquée que je vous montre. C'est simplement un croisement entre l'OBV et une moyenne mobile. Libre ensuite à vous d'améliorer tout ça, bien évidemment. Et des stratégies un petit peu plus sophistiquées, c'est ce qu'on propose justement au sein de notre stratégie Crypto Trader. Le lien est en description et je vous en reparle un petit peu après en fin de vidéo. Quoi qu'il en soit, comme je vous le disais, c'est une stratégie simple, mais pour autant, ça ne veut pas dire que c'est une stratégie nulle. C'est une stratégie qui est extrêmement intéressante. Vous le voyez sur le graphique ici, le Bitcoin baisse fortement, la stratégie résiste plutôt bien. Vous voyez que là, le Bitcoin est loin de son ATH, la stratégie est très très proche de faire un nouvel ATH. Ça, c'est pour le Bitcoin. Pour l'Ether, on a sensiblement la même chose. Vous voyez ici à l'écran le graphique de l'Ether. Évidemment, quand l'Ether pump fortement, la stratégie a du mal à rattraper l'Ether, mais ensuite, lorsque l'Ether corrige, la stratégie résiste. Et sur le long terme, vous voyez, il y a un delta énorme. N'oubliez pas ici que je suis en échelle log. Ici, c'est 10, 100, 1000, 10 000. Donc, la différence est énormissime. Là, on est sur un ratio de plus de x10, x20 entre le buy and hold et la stratégie. Par rapport au Bitcoin, un petit peu moins évidemment, parce que le Bitcoin a un petit peu moins pumpé que l'Ether depuis 2016. Ici, grosso modo, on va dire on est quasiment à 100, et là, on est peut-être à 500, 600. Donc, un ratio peut-être de 5, 6, c'est un ordre de grandeur. Donc, voilà par rapport à l'OBV. Encore une fois, un indicateur que je vous recommande très fortement, que moi j'utilise justement dans mon trading, et je l'ai découvert il y a quelques années et je m'en suis plus jamais décroché. C'est vraiment un indicateur extrêmement intéressant, tout comme les bandes de Bollinger, tout comme le super trend. Il y a plein d'indicateurs intéressants. De toute façon, peu importe l'indicateur que vous allez utiliser, vous allez toujours plus ou moins retomber sur vos pattes. Ça, je vous ferai la présentation, si ça vous intéresse, dans une prochaine vidéo, peut-être d'ici quelques semaines, où je vous mettrai sur un graphique plusieurs stratégies qui utilisent tous des indicateurs différents, et vous allez voir que l'évolution des stratégies, grosso modo, c'est sensiblement pareil. Alors oui, à l'instant T, il y en aura une qui fera mieux que l'autre, mais sur le très long terme, ça sera sensiblement identique. Évidemment, ça va aussi dépendre des paramètres, etc. Mais ça, on s'en reparle prochainement. Donc voilà par rapport à l'OBV, encore une fois, indicateur que je vous recommande. Et l'avantage d'utiliser l'OBV avec la moyenne mobile et non pas avec les divergences, c'est que ça va automatiquement s'ajuster sur votre graphique, contrairement aux divergences. Si vous changez d'actif, là par exemple, je suis sur le Bitcoin, je passe sur l'Ether. Vous voyez, sur l'Ether, j'ai pas besoin de remettre mes divergences ici. C'est automatiquement tracé. Et voilà, on voit par exemple ici un signal d'achat. Ensuite, on revend ici. Ici, ça baisse. Ici, on a un petit faux signal de pas grand-chose. Et là, on est plutôt en mouvement baissier sur l'Ether, et sur le Bitcoin, légèrement haussier, mais vraiment pas grand-chose. Ça, c'est un peu le problème, c'est que c'est une stratégie plutôt de tendance. Et donc, lorsque le marché range, on a pas mal de faux signaux. C'est pour ça qu'il faut filtrer avec un autre indicateur. Voilà par rapport à cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. N'oubliez pas de laisser un like sous la vidéo. Ça permet de remercier le travail simplement en cliquant sur un bouton. Donc n'hésitez pas à me faire savoir si vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans l'espace commentaire. Je vous rappelle, si vous regardez cette vidéo plusieurs semaines après sa sortie, pensez à venir mettre votre question dans la dernière vidéo que j'ai faite sur la chaîne YouTube, parce que je ne consulte pas forcément les commentaires des anciennes vidéos, mais toujours celles de la précédente. Et justement, en parlant de commentaires, de questions, eh bien, je vais justement maintenant répondre à 3 questions, remarques qui ont été posées sur la vidéo de la semaine dernière. N'hésitez pas à poser vos questions, vous voyez que j'y réponds systématiquement dans les vidéos qui suivent. Donc si vous avez des doutes, profitez-en, ou même si vous avez juste un avis à partager, profitez-en pour le partager justement pour qu'ensuite, pourquoi pas, je puisse rebondir dessus sur une prochaine vidéo. Alors la première question qui a été posée par Rick, alors merci beaucoup pour cette vidéo très qualitative, j'en redemande, donc c'est la vidéo de la semaine dernière sur Fibonacci et Elliott. Il nous dit, alors c'est pas une question, c'est plus une remarque, mais j'avais envie de rebondir là-dessus. Je me sers des retracements Fibo pour identifier des grosses résistances support, donc ça d'accord, mais si la ligne est au milieu de nulle part, je ne vais pas l'utiliser. Et ça, c'est super important ce qu'il dit, parce que c'est un peu, pour moi, clairement, le problème de ces indicateurs-là, c'est que ces indicateurs-là, on a l'impression qu'ils sont bien et que les gens l'utilisent simplement parce qu'on les utilise quand ça nous arrange. Lorsque le support ou la résistance arrive sur des niveaux où le prix a rebondi, on se dit c'est génial, ça a pile rebondi dessus, on va les utiliser. Par contre, bizarrement, lorsque le prix rebondit pas, eh bien, comme nous dit Rick, la ligne ciel au milieu nulle part, il ne va pas l'utiliser. Et donc, à partir du moment où vous avez un indicateur, une stratégie que vous suivez
Quand ça vous arrange, c'est là où vous allez faire n'importe quoi. C'est là où vous n'allez pas forcément avoir une stratégie gagnante. L'avantage d'avoir des stratégies et des indicateurs simples à utiliser, c'est que vous allez tout le temps les utiliser. À chaque croisement, par exemple, de moyenne mobile ou peu importe l'indicateur que vous utilisez, vous allez acheter ou vendre. Vous n'allez pas vous dire, bon, là, je le sens pas, ou là, c'est pas bon, là, je le fais pas parce que ça n'a pas rebondi. Alors qu'avec des indicateurs comme Elliott ou Fibonacci et d'autres, pas que ça, eh bien, on va se dire à un moment donné, bon, là, le prix, il fait rien sur cette ligne-là. Bon, je vais oublier cette ligne. Ouais, mais le problème de faire ça, c'est que déjà, vous allez avoir une stratégie que vous n'allez pas pouvoir backtester. Bien évidemment, le backtest, c'est pas tout, mais c'est quand même utile pour savoir où on va. Si vous avez une stratégie que vous appliquez comme ça, sans forcément avoir de recul là-dessus, malheureusement, vous foncez dans le mur. Et donc ensuite, Rick complète en disant, comme dit dans la vidéo, c'est subjectif, donc je m'en sers uniquement pour confirmer, pas pour initier un trade. Donc effectivement, ça peut être un indicateur qu'on peut utiliser pour filtrer davantage, mais de toute façon, pour initier un trade, utilisez plusieurs indicateurs. N'utilisez pas un seul indicateur. Donc voilà pour la première remarque de Rick. Maintenant, on passe à une question de Sico. Dans quel cas utiliser une échelle logarithmique ou linéaire? Comment utiliser une échelle logarithmique, une échelle linéaire? Pour ça, on va rebasculer sur TradingView. La réponse que je vais fournir va être assez simple. Essayez tout le temps d'utiliser l'échelle logarithmique, comme ça vous vous embêtez pas. Évidemment, c'est plus subtil que ça, mais sur les cryptos, c'est très volatile. Lorsque vous allez avoir un actif très volatile, préférez l'échelle logarithmique. Lorsque vous allez avoir un actif très peu volatile, comme par exemple le Forex, préférez l'échelle linéaire. Ça ne change pas énormément d'utiliser l'échelle logarithmique ou linéaire, ça change surtout sur la volatilité, sur les grandes unités de temps. Par exemple, sur le Bitcoin, si vous allez en M15, ici, que vous utilisiez l'échelle logarithmique ou linéaire, vous voyez, je switch entre les deux, il n'y a quasiment pas de changement. Si je bascule sur l'échelle unaire, regardez, il y en a un tout petit peu plus, mais ça reste pas choquant. Si je bascule sur du H4, là, il y en aura encore un petit peu plus, vous voyez, ça reste encore pas très choquant. Donc, utiliser l'échelle linéaire logarithmique, ça ne change pas énormément. On va basculer maintenant sur du daily, on va commencer à voir la différence. Vous voyez, là, on commence à voir, hop, si je dézoome, plus de différence entre l'échelle logarithmique et l'échelle linéaire. Évidemment, là où c'est le plus flagrant, c'est sur des unités de temps daily et supérieures. Donc, par exemple, l'unité de temps weekly. Et pourquoi l'échelle logarithmique est utilisée? C'est pour éviter d'avoir un graphique aplati. Vous voyez ici, c'est complètement illisible. Alors, je vais juste supprimer les volumes. Vous voyez ici que sur le passé, c'est complètement illisible et on voit finalement que ce qui se passe ici sur les 2-3 dernières années. Si je bascule sur l'échelle logarithmique, vous voyez que c'est quand même beaucoup plus clair. On voit clairement ce qui se passe. Donc, sur les cryptos, vous pouvez utiliser tout le temps l'échelle logarithmique. Pourquoi? Parce que sur les grandes unités de temps, on voit bien que l'échelle logarithmique est mieux. Sur les petites unités de temps, on ne voit pas de différence. Donc, autant pas s'embêter et toujours avoir la logarithmique. C'est ce que j'ai justement moi sur mes graphiques. J'ai toujours la logarithmique. Maintenant, ça dépend aussi des indicateurs que vous utilisez. Si vous utilisez un indicateur comme le RSI, peu importe, échelle logarithmique, linéaire, c'est la même chose. Ça sera la même valeur. Si vous utilisez l'OBV, pareil, ça se base sur les volumes, pas sur votre affichage. Donc, ça ne change pas grand-chose. Là où ça va vraiment changer, c'est sur les droites de tendance que vous allez tracer. Si vous tracez des droites de tendance sur une échelle linéaire, elles vont être déplacées sur l'échelle logarithmique et inversement. Et c'est là où ça peut vraiment poser problème. Mais sinon, si vous utilisez des indicateurs type oscillateur, ça ne change pas grand-chose d'utiliser l'échelle logarithmique ou linéaire. C'est vraiment juste une question d'affichage, une question de pas avoir un prix qui est tassé. Donc, je vous recommande plutôt d'utiliser l'échelle logarithmique. Et donc, ça nous emmène à la troisième et dernière question de Dima. Bonjour et merci. Une question. Doit-on paramétrer les indicateurs en log systématiquement lorsque la vue graphique est en log? Merci. Perso, j'utilise Ishimoku, RSI et volume et c'est tout. Alors déjà, comme je viens de le dire, pour RSI et volume, vous n'avez pas besoin à utiliser l'échelle log ou linéaire parce que ça sera la même valeur. Ça ne se base pas sur l'échelle log. Donc RSI ou volume, peu importe. C'est vraiment une question visuelle. Maintenant, les indicateurs à paramétrer en fonction de l'échelle. Est-ce qu'il faut le faire ou pas? Je pense par exemple à l'indicateur que j'ai présenté la semaine dernière, Fibonacci. Eh bien ça, à vous de voir. Utilisez tout le temps les mêmes paramétrages. Maintenant, c'est des indicateurs que je ne vous recommande pas. Donc, je ne peux pas vous dire s'il vaut mieux utiliser l'échelle log sur Fibonacci ou pas, parce que tout simplement, déjà, je ne l'utilise pas, Fibonacci. Et en plus de ça, est-ce que c'est pertinent? Pas certain. Je préfère avoir des indicateurs qui ne dépendent pas de l'affichage, de ce que je vois, échelle logarithmique ou échelle linéaire. Des indicateurs dont tout le monde a la même valeur. Par exemple, RSI. Par exemple volume, par exemple moyenne mobile, etc., etc. Ce qui n'est pas le cas justement des indicateurs comme Fibonacci, mais également comme les vagues d'Elliott, parce que c'est des indicateurs qui se basent sur ce que vous voyez. Donc si vous tracez vos vagues d'Elliott et qu'ensuite vous allez basculer sur une autre échelle, vous allez peut-être vous retrouver avec un graphique beaucoup trop tassé. Encore une fois, là on parle vraiment d'affichage, on parle vraiment de détails, c'est pas ça qui va complètement tout changer. Moi je vous recommande tout de même
de préférer l'échelle logarithmique sur les crypto-monnaies. Donc voilà par rapport à cette vidéo, par rapport aux questions qui ont été posées. Si vous en avez d'autres, posez-les dans l'espace commentaire, j'y réponds dans la vidéo de la semaine prochaine. Si vous avez des suggestions à faire, également proposez-les moi sous la vidéo en mettant un commentaire. Et dans la prochaine vidéo, peut-être la semaine prochaine ou peut-être une autre, on va justement parler cette fois-ci de moyenne mobile parce que finalement, je vous parle de CCI, de Supertrend, d'OBV, mais on n'est pas revenu aux bases, qui est tout simplement l'indicateur moyenne mobile. Et une stratégie m'avait justement été proposée par l'un de vous il y a quelques semaines sur l'une des premières vidéos, avec une moyenne mobile sans période en daily. Eh bien, je vais finir par la backtester cette stratégie et regarder, est-ce que cette moyenne mobile sans en utilisant des croisements, par exemple, avec le prix, est-ce que ça va vraiment nous donner une stratégie intéressante, comme c'est le cas sur, par exemple, l'OBV, où on voit clairement que c'est intéressant. Peut-être que la moyenne mobile 100 sera intéressant, peut-être que ça fera moins bien. Eh bien, c'est ce qu'on verra dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore quand est-ce que je la ferai, mais dans tous les cas, à un moment donné, j'y arriverai. Si d'ailleurs vous avez des sujets à proposer pour des prochaines vidéos, vous pouvez les mettre dans l'espace commentaire, ça m'inspirera pour faire des prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, ça vous permettra aussi d'être notifié des prochaines sorties. Et je conclus cette vidéo en vous parlant de CryptoTrader. Donc CryptoTrader, c'est une stratégie qu'on vous propose pour gérer vos crypto-monnaies. Si vous ne voulez pas vous embêter à tracer des divergences, à avoir du Fibonacci et simplement connecter votre compte en ayant accès à une stratégie, c'est ce qu'on vous propose via justement CryptoTrader. Le lien est dans la description. Vous pouvez connecter vos plateformes d'échange, Coinbase, Binance et Kraken. Très prochainement, on en rajoutera 2 autres, ce qui portera à 5 le total du nombre de plateformes d'échange disponibles. Et ça vous permettra de suivre directement nos trades avec des stratégies bien plus avancées que ce que je vous propose ici, OBV, Supertrend, CCI. Oui, c'est des indicateurs qu'on utilise, mais on les utilise quand même de façon beaucoup plus avancée que ce que je peux vous présenter justement dans ces vidéos. Donc tout ça se trouve justement sur le site CryptoTrader si ça vous intéresse. Je vous laisse aller regarder tout ça. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. On se retrouve mardi prochain sur la chaîne du Journal du Coin pour une vidéo d'analyse technique et vendredi prochain sur cette chaîne CryptoTrader pour parler d'un nouvel indicateur ou d'une nouvelle stratégie. Très bonne soirée à tous et à la semaine prochaine.